Anne Dolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. « 60e épisode. Michael Cabon et Cyril de Souza Cardozo nous présentent Apprendre à guider les IA, petit guide pour maîtriser l'art du prompt engineering. Michael est enseignant-chercheur à l'ISEN Ouest et président de la cantine numérique de Brest. Cyril est CEO de Polaria, tous deux cofondateurs de la chaire Managia. Ils y cataloguent les techniques disponibles à l'heure actuelle sur les principaux modèles en cours, ainsi que les rouages qui aident à rendre une requête opératoire, mais aussi alimentent les questionnements sur les biais à prendre en compte et sur le cadre éthique et réglementaire dans lequel leurs usages doivent s'inscrire. Ils proposent avec cet ouvrage un guide pratique pour penser le prompt engineering pour ceux qui le pratiquent, mais aussi y donnent des bases techniques et une réflexion critique autour de ces outils en cours de déploiement. Bonne écoute. Cyril de Souza Cardozo, bonjour. Bonjour. Michael Cabon, bonjour. Bonjour Josquin. Cyril de Souza Cardozo, vous êtes CEO de Polaria. Tout à fait. Et Michael Cabon, vous êtes enseignant-chercheur à l'ISEN Ouest. Tout à fait. Et vous êtes tous les deux fondateurs de la chaire Managia. Le Managia, dont l'objectif est d'étudier l'impact de l'IA sur les organisations et le management. Alors, qui réunit trois acteurs. Il y a l'ISEN, qui est une école d'ingénieurs sur l'ouest de la France, qui accueille, on va dire, administrativement la chaire. On a également Strat, une école de design. Alors, c'est sur son campus de Lyon, très orienté sur les interfaces homme-machine. Et on va voir que ça a un gros intérêt dans les évolutions sûrement à venir de l'IA générative. Et puis, il y a Polaria, qui est représenté par Cyril, qui est une entreprise de conseil, de soutien, d'accompagnement autour des technologies. Et on a décidé de se réunir. Alors, la date était choisie un peu à dessein, parce que c'était la Saint-Valentin. C'est pas très vieux, puisque c'était en février 2024. On a signé l'accord de chaire sur lequel on travaillait depuis quelques temps, pour lequel donc nous ont rejoint ensuite trois autres entités. Asten, qui est un acteur autour de la technologie, en particulier du cloud, mais qui s'intéresse beaucoup aux questions de l'IA en général et de l'IA générative en particulier, pour répondre aux besoins de ses clients ou aux interrogations de ses clients. Even, qui est une coopérative bien connue dans la région brestoise ou dans le Nord Finistère, on va dire. Et puis la CCI du Finistère qui va nous rejoindre d'ici le mois de novembre. Et l'enjeu étant, comme l'a dit Cyril tout à l'heure, d'étudier l'impact que l'IA en général, mais l'IA générative en particulier, peut avoir sur le management des organisations, dans un objectif assez fort pour nous, qui est celui d'être humain-centré ou humano-centré, c'est-à-dire de considérer que la technologie elle est au service des humains et que c'est pas le contraire. Et donc, pour ce faire, face aux évolutions, mais d'abord aux questionnements qu'il peut y avoir autour de l'IA, il s'agissait de pouvoir proposer des formations, des introductions à l'IA générative qui permettent d'abord au personnel, ceux qui peuvent peut-être se sentir les plus menacés par l'arrivée et l'éruption de ces nouvelles technologies, de se former, de comprendre que la menace peut-être existe, mais c'est peut-être la menace de ne pas maîtriser ces outils plutôt que la présence de ces outils elle-même. Pour ce faire, donc on crée autour de la chaire un écosystème un peu plus général, c'est un fonctionnement original, parce que d'ordinaire une chaire c'est des gens qui arrivent, qui mettent de l'argent, c'est plutôt des entreprises, et puis en output, en sortie, on a des recherches qui sont réalisées. Nous, on a décidé, alors c'est pas pour se mettre en danger, mais c'est pour être peut-être plus efficace, de dire on doit répondre à des besoins qui vont être ceux des acteurs économiques. Et pour cela, donc, on a à la fois des formations qui sont mises en œuvre, on a à la fois des outils technologiques sur lesquels on va revenir qui sont mis en place, et puis un travail de recherche à proprement parler qui aura lieu pour la première fois dans une restitution qui va se dérouler à la fin du mois d'octobre et pour lequel Cyril reparlera des enjeux de cette enquête. Et il s'agit de permettre, alors il y a une vision très bretonne, même si elle a vocation à s'intéresser à la France entière, mais de dire comment est-ce que l'IA peut être une source d'attractivité, de développement des écosystèmes à un endroit local, sachant que peut-être plus encore que dans d'autres révolutions industrielles, l'enjeu de l'éloignement n'est pas un problème. Il n'y a pas besoin d'être systématiquement à côté d'un fleuve pour pouvoir produire de l'électricité ou à côté d'une mine de charbon pour pouvoir produire de l'énergie. Ça peut se faire là où il y a un matériau bien spécifique, qui est celui de l'intelligence et de la créativité humaine. Et ça, la Bretagne et le Finistère en particulier en sont fortement dotés. Et c'est l'occasion peut-être de réfléchir à comment l'IA peut être une source d'attractivité locale. Ça, c'est un enjeu. Alors, il n'y a pas de réponse encore. Enfin, peut-être que Cyril en a. Moi, j'en ai pas. Je peux pas dire comment est-ce qu'il faut faire concrètement, mais en tout cas, c'est un sujet qui nous intéresse plus spécifiquement et qui
nous amène à aller à Morlaix, à Châteauneuf-du-Fou, à Quimper, à Plouéderne, comme en région parisienne ou dans le sud de la France, pour aller tenter, si ce n'est d'évangéliser, en tout cas, parce que c'est pas tout à fait une croyance non plus, mais d'aller former des personnes à ce nouveau type d'outils et de le faire de manière massive, pour ensuite aller déterminer les cas d'usage, les besoins plus précis qui nécessiteraient là des développements particuliers. D'accord, et ensemble, vous publiez, c'est pour ça qu'on vous reçoit, Apprendre à guider les IA, un petit guide pour maîtriser l'art du prompt engineering, aux éditions Librio, le livre qui vient juste de sortir, hein. Qui est un livre, un format, qui va vraiment à l'essentiel, hein, très pratique, tout en abordant, l'ensemble des questions, mais qui va droit au but. C'est vraiment quelque chose que vous aviez visé, dès le départ, dans ce projet-là? L'objectif de ce projet, effectivement, dès le départ, il était de venir mettre entre les mains du plus grand nombre ce que disait la science, ou ce qu'on appelle le prompt engineering, donc l'ingénierie du prompt, hein. Le prompt est un terme d'ailleurs que les Américains, nos anglo-saxons nous ont pris, c'est pas un terme anglais, c'est un terme qui est à l'origine français et dont l'objectif, dont l'objectif est de poser des questions à la machine pour qu'elle nous apporte des réponses. Il y a l'ère de l'IA conversationnelle et générative. Bah, la compétence clé, c'est savoir poser les bonnes questions à la machine. Et ça, la science s'y est intéressée ces 2 dernières années. Et nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on compile de manière pédagogique ce que disait la science sur ce sujet à l'intérieur d'un ouvrage qui soit finalement le plus accessible possible. Et finalement, le choix d'un ouvrage papier, il peut être un peu surprenant en se disant, bah, on est à l'ère de l'IA, peut-être que l'ouvrage papier, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Et en même temps, ça dit bien finalement le public qu'on veut aller chercher. On veut aller chercher des populations qui potentiellement sont peut-être plus éloignées en leur mettant entre les mains un format qui est accessible pédagogiquement, mais aussi en termes de prix. On est allé voir Flammarion et on leur a demandé quel était l'ouvrage le moins cher qu'ils pouvaient faire. Alors avant, c'était 2 euros. Avec l'inflation, c'est plus possible. Et donc, ils nous ont proposé en tout cas cet ouvrage à 3 euros, en tout cas de proposer ce prix-là. Et ils nous ont dit d'ailleurs en même temps que, a priori, c'était la première fois que des auteurs venaient les voir pour leur demander de publier un livre le moins cher possible. Mais ça correspond bien finalement à la mission qu'on s'est donnée avec Michael et qu'on s'est également donnée à travers Managia. En conclusion, vous amenez une parabole intéressante qui est celle de l'archer. Vous comparez en fait le prompteur, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, le prompteur à un archer. Et je trouvais que c'était une façon de présenter les choses qui était très parlante. Alors, sur cette idée de l'archer, c'est vrai que sur cette dimension, en plus, c'est très lié finalement à la dimension de ce qu'est le prompt. Le prompt, notamment dans la partie texte, hein, qu'est-ce que c'est ChatGPT? C'est jamais qu'un générateur de syllabes qui calcule la probabilité de la syllabe suivante. Alors, c'est vrai qu'on l'explique comme ça, d'un coup, ça désacralise à la fois la chose et on se dit, bah tiens, c'est peut-être pas aussi magique que ça. Bon, en étant simplement un générateur de syllabes, en réalité, c'est très puissant et on essaye de le montrer dans l'ouvrage. Cependant, il y a bien cette idée de se dire que bah, finalement, ce prompt qu'on donne, cette phrase que je donne en amont, en commande, en invite de commande à la machine, et ben, détermine ensuite, comme une flèche que je vais orienter, va déterminer ensuite, une fois que je la décoche, bien quasiment la trajectoire qui suit. Et ben c'est ça, finalement, le prompt engineering, c'est savoir bien orienter sa flèche, bien, en tout cas, la tirer avant de la lâcher. Et c'est l'idée de se dire que ensuite, tout découle de la manière de justement construire cette première flèche. Et pour ce faire, vous donnez un ensemble à la fois de règles générales pour bien penser en amont ce qu'on va demander à la machine et comment préparer cette question, ce prompt, et également toute une liste de techniques qui sont à la fois simples à réaliser une fois qu'on les connaît, mais en même temps pas du tout trivial, parce qu'il faut prévoir avoir ce catalogue. Et j'imagine que c'est un catalogue qui est en constante évolution. Je crois même que si on réécrivait ce livre-là maintenant, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, et c'est le 18 octobre 2024 à 14h59, on a écrit le livre en avril-mai, on a rendu les dernières copies, on fait les relectures au mois de juin. On l'écrirait pas forcément pareil, en tout cas avec les mêmes techniques qui sont utilisées. Là, ça reste quand même plutôt les techniques de base qui ont été exprimées, c'est-à-dire les éléments à partir desquels on peut éventuellement upgrader ses propres connaissances soi-même, aller rechercher peut-être des manières de faire qui soient plus justes. C'est très orienté sur le texte, hein, le texte ou la génération de graphiques. On aurait pu aussi aller faire autre chose autour de la photo et de la vidéo. Mais c'est une évolution qui est très très forte. C'est peut-être aussi
une des qualités que derrière on a essayé de mettre en évidence, parce que c'est la question des compétences qui nous attire. C'est quelle compétence demain? Là, c'est une compétence un peu technique, mais c'est celle de l'adaptabilité. Les outils changent à une vitesse qui est dramatique pour celui qui veut tout savoir, et puis qui est excitante pour celui qui veut tout savoir, mais qui en apprend tous les jours, puisque il se passe pas une seule journée sans qu'il y ait des évolutions sur le sujet. Oui, puis c'est une coévolution qui est entre à la fois les producteurs de ces technologies, mais aussi les utilisateurs qui découvrent des façons de faire qui vont au-delà de la documentation qui leur est fournie. Si on prend le crayon que j'ai devant moi, là, c'est un outil. De la même façon, il peut écrire de la poésie comme une liste de courses ou signer un chèque si on en fait encore. Donc, l'IA générative et les outils qui sont proposés sont un peu dans ce même principe-là. Il y a encore vraisemblablement beaucoup de choses, une nouvelle créativité, de nouveaux terrains pour créer qui sont à exprimer et qui sont à mettre en œuvre pour pouvoir résoudre ses propres problèmes qui sont évidemment tous singuliers en quelque sorte. On le voit aujourd'hui avec des élèves ou des parents qui vont l'utiliser pour pouvoir mieux apprendre des choses plutôt que de faire les devoirs à leur place, comme avec des personnes qui vont aller travailler, attaquer les tâches chronophages qu'ils peuvent avoir au quotidien pour pouvoir libérer du temps pour faire autre chose et être plus efficace dans leur démarche de travail ou dans leur démarche personnelle. C'est vrai que souvent l'ingénierie du prompt, ce qu'il faut en tout cas imaginer que c'est le fruit d'une caractéristique technologique qui est que les réseaux de neurones, qui sont à la base des technologies, donc des modèles de fondation qui fondent et qui ont créé les modèles d'IA générative, sont des boîtes noires un petit peu d'un point de vue ingénierie. C'est-à-dire que, en gros, on a d'abord créé ChatGPT et ensuite on a découvert comment il fonctionnait. C'est-à-dire que l'ingénierie le prompt, ne précède pas la machine. C'est-à-dire qu'on la découvre après coup. Donc c'est aussi un art à la fois de l'exploration, de l'expérimentation. Et en réalité, c'est vrai, c'est cette compétence clé qui consiste finalement à venir en gros jouer par les mots que je vais entrer avec la connaissance globale de l'humanité. Pourquoi? Parce que un ChatGPT n'est jamais que, en gros, la somme des connaissances humaines, tous les ouvrages qu'on y a déversés de connaissances humaines, toutes les pages d'internet, une grande part, enfin, toutes les pages de Wikipédia, qui ont été captées par la machine, qui a appris à partir de ces textes-là à écrire statistiquement dans différents styles, et par une mécanique qu'on appelle les transformers, la capacité ensuite, nous, lorsque je lui donne la bonne commande, à la pousser dans certains champs de cette base de connaissances globale et immense pour venir adopter un style et écrire de certaines manières, en tout cas, pour répondre aux objectifs que je viens lui donner. Et je crois qu'effectivement, comme le dit Michael, que la nouvelle créativité, elle naît dans le prompt, dans ma manière d'écrire ce prompt. Et c'est intéressant également, parce qu'on nous parle souvent de la dimension des compétences. Et je crois que le prompt engineering, c'est le retour des langues, quoi. C'est le retour de la maîtrise de la langue. Pour être bon prompt engineer, il va déjà falloir bien maîtriser la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, les nuances, parce que c'est ça. Si je veux pouvoir jouer avec la langue, eh bien, il va falloir que je puisse maîtriser en tout cas ces basiques. Et donc, c'est une ère technologique qui revalorise finalement la littérature. En même temps, vous n'évitez pas du tout les aspects critiques au sujet de ces outils, et vous mettez en avant justement l'importance que l'utilisateur a de savoir rester critique vis-à-vis de à la fois ce qu'il demande, de ce qui est produit, du cadre dans lequel il peut l'effectuer, pouvoir toujours répondre à la question: est-ce que je suis à même de juger de la pertinence d'une réponse qui me semble cohérente? Ça, c'est une grande question. N'importe qui doit l'avoir, je crois, dans son métier. On se rappelle, par exemple, la catastrophe de la navette Challenger, où on avait les plus grands ingénieurs aéronautiques qui étaient autour de leur table ou en train de travailler sur le sujet de faire revenir ou pas d'essayer de la faire décoller, je crois, parce que c'était au décollage qu'a eu lieu l'incident. Et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on conserve, malgré son expérience, malgré ses certitudes, malgré peut-être aussi ses postures sociales, la capacité à pouvoir réinterroger ses pratiques en permanence. Ça, c'est un vrai enjeu, et on le retrouve dans toutes les technologies et dans l'IA générative en particulier aussi. L'aspect magique que cela peut avoir de voir naître une réponse parfois complexe. On peut demander à la machine d'expliquer la mécanique quantique à un enfant de 11 ans, ce qu'on ne saurait peut-être pas faire soi-même, parce qu'encore faut-il savoir ce que c'est que la mécanique quantique et puis savoir l'expliquer à un enfant de 11 ans. Donc on peut avoir le sentiment un peu magique
d'être plus intelligent, ou en tout cas de pouvoir procéder et créer quelque chose qui a l'apparence de l'intelligence. Et puis pour autant, les machines, on le sait, peuvent se tromper. Le principe de l'IA générative, c'est d'être en mesure ou en capacité de répondre tout le temps, parce que c'est un outil statistique de prévision du mot qui va venir par la suite et qui pioche dans un ensemble de connaissances qui au départ a été établi sur la base des connaissances humaines et maintenant dans un caractère un peu anthropologique ou orienté en tout cas sur une certaine forme de contenus qui peuvent eux-mêmes avoir été générés par des intelligences artificielles génératives, ce qui créerait une forme de cannibalisme de l'intelligence artificielle. Donc là, il y a un enjeu qui est celui de voir est-ce que la réponse qui m'est apportée, elle correspond à ce que je sais ou ce qui est étendu sur le sujet. Comment est-ce que je l'aborde avec des connaissances qui lui sont propres. Et peut-être que c'est toute notre société d'ailleurs qui est interrogée à l'heure de la post-vérité, c'est-à-dire à ce qui est vrai ou ce qui est faux, avec des limites qui sont un peu difficiles à imaginer. Et l'intelligence artificielle générative là réintroduit cette notion de comment est-ce qu'on peut être sûr de la réponse, introduit aussi la nécessité, je pense, de la zététique, de l'art de douter raisonnablement, c'est-à-dire de remettre en cause des choses, d'être dans une démarche qui peut être un peu cartésienne, c'est de douter jusqu'au point de pouvoir être certain, et qui doit laisser place à l'erreur, parce qu'elle est possible, et qui pour autant suppose qu'il y ait un enjeu de connaissance générale, de capacité à comprendre les concepts, et puis peut-être de recherche de l'effort, en tout cas de goût de l'effort de se dire mon travail n'est pas terminé une fois que la réponse a été générée par la machine, mais il continue dans la vérification de ce que je peux y retrouver. Dans les tâches qui sont relativement simples, qui peuvent être la génération d'un email, par exemple, de réponse à un autre email qu'on vient de recevoir. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux parce que c'est assez bien circonstancié. Et puis dans d'autres cas, quand il s'agit de créer à partir de documents ou de générer de nouvelles idées, là il y a un travail qui laisse encore une grande place à l'humain, qui est celui de la vérification de ce qui a pu être exprimé. Mais ça, je crois qu'on le retrouve dans la quasi-totalité des métiers. En tout cas, le travail de quelqu'un qui utiliserait le prompt engineering, il s'arrête pas à la génération du premier prompt, qui est déjà parfois un peu difficile à réaliser. Il commence par sûrement beaucoup de culture générale pour comprendre et donner des contextes, des bornes dans l'instruction, et il continue avec la vérification de ce qui a pu être exprimé par la machine. Et ce qui voilà, sur l'hypothèse de base qui est celui de notre travail avec Cyril, avec Fanny Paris, avec Paul Colomba et avec tous les gens de la chaire, c'est celui de dire c'est l'humain qui est au centre, et heureusement que l'humain a encore quelque chose à faire, même avec des machines qui sont particulièrement puissantes ou des outils qui génèrent des réponses qui peuvent être massives et dont on est vraisemblablement qu'au début. Pour rappel, on va fêter dans quelques semaines les 2 ans de l'apparition de ce type d'outils sur le marché de la technologie. C'est une évolution qui a été quand même somme toute très rapide et dont on peut s'attendre à ce qu'elle continue encore quelques temps. On sait que le recul éthique et l'esprit critique vont devenir des compétences qui vont être clés au même titre que de savoir bien écrire, effectivement, parce que il ne suffit pas juste de donner une commande à la machine pour qu'elle exécute. En réalité, il faut vraiment les voir comme des assistants. C'est bien l'être humain qui reste au cœur des choses, au pilotage, et donc sera pertinent celui qui non seulement sait poser des questions, mais aussi rebondir. Il y a quelques mois, le précédent ouvrage avant, voilà, donc cet ouvrage qu'on a écrit avec Michael était un ouvrage qui s'appelait Le guide de l'IA générative en 2023. L'objectif était de venir commencer à présenter la vague technologique en cours. Et je m'étais donné la mission sur les parties que j'ai rédigées de n'utiliser uniquement que l'IA pour venir écrire l'ouvrage. Le but était de l'utiliser. Et donc l'objectif pour moi, c'était vraiment de découvrir qu'est-ce que ça voulait dire finalement à notre époque, de venir écrire un livre. Bon, en plus, il y avait une mise en abîme autour de la dimension d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que ça voulait dire finalement d'écrire un livre à l'ère de l'IA, avec des IA? Et ce que j'ai découvert, moi, c'est que j'ai pas notamment pris moins de temps finalement à écrire le livre. J'ai pas écrit plus vite. Par contre, j'ai pris le même temps. Par contre, j'ai exploré beaucoup plus profondément le sujet que j'ai traité. Et je l'ai traité plus profondément parce que j'ai pu interagir avec une machine qui non seulement a été capable de me proposer des rédactions, des nouvelles idées, de me suggérer des choses que j'avais pas en tête, qui m'a challengé souvent. Moi, j'ai pu moi-même aller faire d'autres recherches complémentaires ou aller explorer des sujets. Et ensuite, j'interagissais. Et c'est dans l'interaction avec la machine que finalement, c'est créé vraiment une nouvelle valeur ajoutée. Et je crois que s'il y a un mot qui est vraiment clé, à mon avis, dans la période qui arrive, c'est celle de l'interaction. De l'interaction avec la machine, mais aussi de l'interaction avec les autres humains, de la relation effectivement humaine dont parle Michael, parce que l'apparition des
des intelligences artificielles, en tout cas conversationnelles et génératives, on le sait, sont une expression de ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec, qui fait que aujourd'hui, ce sont plutôt les tâches de col blanc, les tâches intellectuelles qui se retrouvent finalement impactées, automatisées. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est tout ce qui relève à la fois du corps humain et de l'interaction humaine. C'est là que se déplace une partie de la valeur économique et sociale, un espace du coup d'interaction. Je crois que l'interaction avec la machine et l'interaction avec l'être humain sont les deux sources de valeur ajoutée dans cette époque. Et pour prendre un autre exemple, à peu près dans le même temps, un peu avant, c'était en 2023 avec un collectif de plusieurs personnes dont Cyril faisait partie aussi, puisque c'était à son instigation. On a écrit ou tenté une expérience littéraire qui s'appelait très pompeusement Le Dernier Livre. L'objectif étant d'écrire le dernier livre sur la planète. On n'aurait plus besoin d'écrire d'autres livres par la suite. On en prévoit d'ailleurs un autre tome, Le Dernier Livre 2, pour en faire le témoignage. Et sur cette expérience qui interrogeait finalement l'homme et l'écriture, le rapport que l'homme peut avoir avec l'écriture depuis la nuit des temps, parce que c'est quand même un enjeu sur lequel on reviendra tout à l'heure, pour que ça passe aujourd'hui dans les bases de données d'entraînement des IA. D'une manière générale, il faut que ça passe par l'écrit ou par quelque chose qui relève de l'écrit. Et ça pose beaucoup de questions au sujet de toutes les civilisations qui ont pu être orales jusqu'à présent, qui sont un peu les grands oubliés, les grandes oubliées de ces évolutions. Et donc, dans cette expérience, dans ce collectif, sur le dernier livre, ont été interrogées plein de choses autour des pièces de théâtre, autour de la création artistique, sur le droit d'auteur, etc., avec des confrontations entre les personnes. Et il me semble-t-il, de cette expérience, donc est né un livre, il n'a pas été publié, pas encore en tout cas, est né un contenu. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est la richesse des échanges et des conversations qu'on a pu avoir le dimanche matin entre 10h et 11h, parce que c'était le principe et c'était la date à laquelle ou le moment de la semaine à laquelle on se retrouvait. Et la génération de confrontations, d'idées, de désaccords parfois, enfin en tout cas d'échanges et de discussions, ce dont la société manque cruellement aujourd'hui. C'est-à-dire on s'est pas battu, on a pu être en désaccord, enfin on a échangé, on a essayé de se convaincre, on a exploré des voies qui pouvaient être différentes. Et c'est ça qui est resté finalement, en tout cas moi ce que j'en retiens de cette expérience, il y a l'écriture du livre. On aurait été plus vite si on l'avait fait tout seul, hein, si chacun avait écrit son dernier livre. Et par contre, ce qui reste aujourd'hui, c'est des périmètres, des territoires qu'on n'avait jamais explorés parce que c'était pas notre sujet, ou bien de la richesse de l'échange et de l'argumentation qu'on a dû développer pour faire passer d'une opinion à un raisonnement qui soit structuré. Et sur les compétences, là où on avait pu penser que l'intelligence artificielle a été réservée aux scientifiques, parce qu'il faut être data engineer ou data scientist pour créer autour de l'intelligence artificielle, maîtriser l'informatique d'une manière générale, il y a un retour, alors c'est pas forcément du littéraire en tant que tel, mais de la personne qui aime les mots et qui en connaît la signification. Je crois que c'est tout à l'heure on évoquait l'idée qu'il y avait un retour du littéraire dans ce type de sujet. Alors l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut être un grand mathématicien et aimer beaucoup écrire ou inversement. Ça a d'ailleurs été souvent le cas dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, il faut avoir cette culture générale, cette pensée critique, la capacité à pouvoir s'exprimer et à comprendre les différences entre les mots. Et ça, c'est intéressant, je crois, en termes de compétences pour demain. Et sur la question de la pensée critique qui est nécessaire, la particularité de la pensée critique, c'est une compétence un peu molle. On peut pas certifié à avoir atteint un niveau où on aura toujours la pensée critique nécessaire pour quelque chose qui est toujours en construction. Il n'y a pas de formation pour la pensée critique qui permettrait de dire, moi j'ai mon diplôme de pensée critique, donc je sais mieux critiquer ou je sais mieux penser de manière critique que toi ou que quelqu'un d'autre. Et donc c'est un travail en continu qui aujourd'hui commence à rentrer dans les écoles, dans les formations, et qui demain devra, ou aujourd'hui déjà, devrait être aussi au cœur des stratégies de recrutement des firmes, de pouvoir accepter que quelqu'un soit recruté non pas forcément sur des certitudes du passé que représentent les diplômes, mais sur les capacités compétentielles à venir, dont la pensée critique qui n'est jamais finie et qui est donc toujours en construction. Et ça, ce sont des points qui sont importants dans le cadre des stratégies de recrutement de demain, de recherche de talents. C'est est-ce qu'il faut aller chercher des gens sur des compétences qui sont des compétences un peu évanescentes, quand on n'est pas qui sont quasiment intuitives parfois, ou qui reposent sur de l'expérience et sur des exemples, plutôt que sur la certitude d'un bloc de compétences qui aurait été validé dans un cadre normatif assez classique
d'évaluation sous forme de devoirs, de notes sur 20. Et la pensée critique, je crois, échappe à ça. Et elle a la particularité d'être ensuite très bousculée par l'actualité, par le sens de l'évolution de la société. Et en ce sens-là, elle est sûrement une compétence rare et intéressante à développer chez les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Vous avez évoqué 2 ouvrages dans lesquels vous avez utilisé l'IA pour la rédaction. Est-ce que dans Guider les IA, c'est au-delà des exemples qui sont très nombreux pour illustrer chacun des points évoqués par l'ouvrage, vous avez généré du texte ou amélioré le texte avec de l'IA? Alors oui, très clairement, aujourd'hui, on envisage, enfin moi, en tout cas, depuis que j'ai fait ma première expérience en 2023 d'écriture augmentée par l'IA, j'ai découvert non seulement que c'était un super outil pour écrire, qu'en réalité, l'IA n'allait pas remplacer l'être humain, mais plutôt l'augmenter. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je n'envisage plus un projet d'écriture sans ça. Et bien entendu, on ne s'est pas ici fait l'économie nous-mêmes et bien d'utiliser l'IA pour que nous challenger, nous proposer notre plan, pour venir challenger ce qu'on écrivait, soit pour venir le réanalyser, soit pour effectivement venir analyser les prompts, les idées. Donc on a eu de l'interaction tout au long autour de l'ouvrage avec cette idée que, bien entendu, il y a en réalité, il y a une mise en abîme permanente finalement maintenant dans ce sujet-là, même si, eh bien voilà, on a quand même distingué, en tout cas, il y a des procédures très différentes d'écriture entre les parties qui sont, voilà, autour des prompts qui viennent expliquer les dimensions, où là, on a été vraiment au pilotage, et les parties qui suivent les prompts et donc les exemples, où là, on a laissé vraiment la machine à 100% dans l'écriture pour montrer vraiment l'interaction brute entre un prompt et son résultat. Mais oui, l'IA nous a servi en tout cas à écrire, et moi personnellement, je n'envisage plus de projet d'écriture sans cela. J'ai publié 7 ouvrages avant mon 8e ouvrage qui était le guide. Ces 7 ouvrages, je les avais écrits. J'aime l'écriture. Je dis d'ailleurs souvent qu'à un moment donné, j'ai eu peur de perdre ce plaisir de l'écriture, parce que moi, ce que j'adore, c'est aller dans les bars à Brest, commander une bière et écrire de cette manière-là. Et j'avais peur de perdre finalement cette chose-là. Finalement, le travail d'écriture aujourd'hui qu'on a conduit m'a fait découvrir que non, ça disparaissait pas. Par contre, maintenant, je vais dans les bars avec ma bière et une IA pour m'accompagner dans l'écriture. Un autre point que vous abordez dans le livre, c'est la question de la réglementation, de l'encadrement en fait, de ce qui est possible de faire, de la question on en a déjà parlé un peu des droits d'auteur, mais pas que. C'est aussi une compétence essentielle pour au final savoir bien les utiliser et savoir ce qu'on a droit d'en faire finalement. Il y a plein d'enjeux qui sont des enjeux juridiques autour de l'IA. La question des droits d'auteur aujourd'hui, c'est sûrement ce qui en Europe et en France en particulier soumet cette question et l'arrivée de cette technologie à beaucoup d'interrogations. L'IA Act d'ailleurs en traite. Alors traite d'abord plutôt des intelligences artificielles au sens plein du terme, mais évoque aussi la question de la transparence des modèles, des grands modèles de langage comme ceux qui sont utilisés par l'IA générative, avec toute la difficulté au-delà de la régulation de permettre sa vérification et de permettre de faire en sorte qu'elle soit appliquée. Ça, c'est un peu plus complexe à s'en assurer. Alors, il y a des premiers tests qui sont en train de se mettre en œuvre sur ce sujet-là, mais c'est un peu plus complexe. Puis ensuite, il y a l'utilisation par des entreprises ou par des producteurs de contenu que nous sommes tous en train de devenir, et qui là pose la question, alors à la fois dans les données qui vont servir à l'entrée de la protection de ces données. C'est pas parce qu'une entreprise n'utilise pas officiellement l'IA générative que ses employés ne l'utilisent pas, soit dans le cadre de leur travail, soit à leur propre domicile. Donc ça, c'est un vrai enjeu de comment est-ce que ces données sont protégées ou protégeables quand elles sont utilisées de façon officielle ou officieuse. Et ensuite, il y a la question de qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que la génération qui a été réalisée peut être réutilisée par l'entreprise? Pour l'heure, dans la quasi-totalité des cas, c'est possible de réutiliser ce contenu. On verra demain dans le cadre de toute l'évolution législative et juridique qui est en cours sur ces sujets-là, comment est-ce que la question du droit d'auteur viendra impacter ou non ce sujet qui est particulièrement vaste et qui semble tellement complexe c'est un peu ce qu'on dit dans le livre, plutôt vers la fin du livre, sur la question d'une révolution des droits d'auteur, en tout cas peut-être de dépasser la conception des droits d'auteur qui émane essentiellement du domaine littéraire et artistique en France à partir du 19e siècle
en particulier, et qui s'est prolongé aujourd'hui et qui manifestement correspond plus, en tout cas sur ces sujets-là, aux aspects qu'on peut attendre pour protéger le droit d'auteur, en tout cas pour protéger la créativité en général et la création humaine, qui devient un peu plus complexe dans les détours qu'on peut qu'on peut en décrire sur ce sujet. On va rester dans le domaine du futur. Hein. Qui demain sera le prompteur? Est-ce que ce sera tout le monde à la fois pour améliorer ses tâches du quotidien ou déléguer certaines tâches pour lesquelles on est moins compétent? Ou est-ce que ce sera plutôt des spécialistes? Est-ce qu'il y aura un métier du prompteur? Est-ce qu'il y aura des consultants en prompt? Alors, sur ce point-là, je pense qu'on peut utiliser une bonne métaphore avec les outils de bureautique actuels. Il faut se dire qu'au fond, même si c'est beaucoup plus puissant, on a entre les mains aujourd'hui la bureautique de demain, en réalité. Et donc, il faut imaginer que ChatGPT et autres modèles d'IA générative, en tout cas dans leur version de base et diffusée de manière grand public, seront l'équivalent d'Excel. Et donc, on peut tout à fait imaginer que, en réalité, Excel, c'est plutôt une compétence qu'on partage, que tout le monde a, même si il y a quelques experts d'Excel. Il y a même un championnat du monde d'Excel d'ailleurs. Mais on va avoir quelques experts, des gens qui viennent former, des gens qui sont très poussés dans le sujet, mais ils ne représentent pas le gros de l'univers professionnel. Plein d'entreprises d'ailleurs se passent d'experts Excel. Par contre, ça reste quand même une compétence qui est plutôt largement diffusée et partagée. Et je crois que c'est le meilleur moyen de se projeter sur ce que sera effectivement l'IA générative demain et le prompt engineering, c'est en regardant cette nuance sur une compétence assez basique qui est celle d'Excel aujourd'hui. C'est toujours difficile de parler d'avenir. Dès qu'on parle d'avenir, et en particulier dans la tech, on a de grandes chances de se tromper sur les évolutions qui sont à venir. Sur est-ce que c'est un métier? Est-ce que ça le sera? En fait, la question, c'est plutôt est-ce que ça l'est déjà aujourd'hui? Et on voit bien que c'est une compétence qu'on voit apparaître sur des offres d'emploi, voire avec des métiers. Alors c'est surtout venu des États-Unis, avec des métiers de prompt engineer, de gens qui sont en capacité de pouvoir générer des prompts, sachant que les machines le font de plus en plus aussi. Hein, l'interaction entre différents agents de conversation permet de pouvoir générer des prompts, en tout cas permet de générer des productions qui vont être réalisées par cet intermédiaire. Ce que sera le monde de demain, c'est sûrement une utilisation un peu comme on le fait aujourd'hui avec nos téléphones, où il y a un usage, grand usage de très peu d'applicatifs, comme on le fait avec Excel, pour reprendre l'image de Cyril, où la quasi-totalité des gens sont capables d'ouvrir ce logiciel, de marquer des formules, de faire le b.a.-ba de ce type de sujet, mais on n'exploite qu'un infime pourcentage des caractéristiques et de la puissance de ces outils. Et donc, est-ce que ce sera un métier à part entière? C'est vraisemblable que ça puisse l'être, en tout cas, sur la programmation des machines, sur leur affinage, sur toute l'expertise qu'il va y avoir derrière. On évoquait la question du droit d'auteur, de la protection juridique, il y aura aussi la question de la sécurité des données qui va y être associée. Est-ce que c'est les services informatiques qui vont s'en emparer, ou est-ce que les services particuliers des boîtes vont générer ce type de contraintes et ce type de surveillance? Ça, c'est l'avenir qui le dira. En tout cas, c'est un sujet pour nous de travail sur la chaire Managia, de pouvoir déterminer le champ des compétences sans préjuger de la réponse qui va être à venir, mais plutôt en l'observant et en essayant de l'anticiper autant que faire se peut, c'est-à-dire à une échelle qui va de quelques mois à quelques années, mais pas beaucoup plus loin aujourd'hui. D'où l'importance pour chacun finalement de se doter un peu de connaissances clés autour de ce sujet-là. Ce qui était un peu je crois le but de l'ouvrage. Le but du livre, c'est effectivement ça, et on l'a rappelé tout à l'heure. 3 euros, on touche à peu près rien en droit d'auteur. Donc, est-ce que c'est ça l'avenir de la littérature? C'est que les auteurs ne touchent rien? Ça reste à voir, mais ça permet de l'offrir facilement pour les personnes qui suivent nos formations, de pouvoir l'acquérir aussi, puis peut-être d'aller un peu plus loin si le cœur en dit aux personnes. Ça nous permet aussi de pouvoir avoir une visibilité beaucoup plus importante en vendant plus. Le livre était dans le top 5 des ventes Amazon autour de l'intelligence artificielle. Alors, il y a des gens n'achètent pas des livres que sur Amazon. Hein. Moi, je préfère aller chez Dialogue à Brest, ou chez Elisabeth Jo à Plougastel, et puis chez toutes les librairies indépendantes qui peuvent exister sur notre territoire national. Et il y a cet enjeu de dire, voilà, il faut propager, en tout cas s'intéresser à ce sujet, pas le balayer d'un revers de main. Et c'est un peu tout l'enjeu des conférences et des animations qui sont réalisées autour de ça, à la fois avec l'ISEN autour des écoles primaires, où on va former à ce type d'outils, parce que autrement ça risque d'être mal utilisé, parce que ça sera utilisé.
En tout cas, on peut en faire l'hypothèse que ça sera utilisé par à peu près toutes les catégories de la population, mais ça peut être mal utilisé ou sans réflexion derrière, comme une congrégation religieuse, une association de chefs d'entreprise, ou bien toute personne qui a envie d'avoir une introduction sur ce sujet et qui même, on le sent quand même au fur et à mesure de ces conférences là qui sont menées depuis très longtemps, enfin maintenant depuis un certain temps, il y a une augmentation du niveau. Il y a beaucoup plus de gens qui ont testé des choses, mais qui se sont parfois arrêtés à un essai-erreur, sont parfois désintéressés parce ils peuvent avoir d'autres choses à faire sans aller au bout de la démarche et de ce que cela peut représenter au quotidien d'une activité professionnelle. C'est ce que Even, par exemple, cherche à faire avec nous en intégrant la chaire, d'aller déterminer les cas d'usage qui vont permettre ensuite de gagner véritablement du temps, un peu la loi des 20-80, les 20% des tâches qui prennent 80% du temps sans beaucoup de valeur ajoutée, d'aller les déterminer. Et là, si on voit les prémices et si on voit les possibilités ou les possibilités qui sont données par les outils d'IA conversationnels, on sent qu'il y a quelque chose à faire. Par contre, déterminer le plan d'action et les tâches qui vont d'abord être traitées, ça c'est un peu plus complexe et ça suppose une réflexion à un niveau stratégique d'une organisation et d'une entreprise pour à la fois pas perdre des données, s'assurer de la qualité de ce qui va en ressortir et former les personnes qui vont être amenées à prendre ce type de tâches sans désespérer celles dont les tâches vont être automatisées par les machines et donc potentiellement en les reformant sur d'autres métiers ou sur d'autres compétences. Donc c'est tout l'enjeu d'un livre comme celui-là de parvenir à ce principe-là en essayant d'en vendre le plus possible, en tout cas d'en assurer la diffusion le plus possible. Et ce podcast est l'occasion pour nous de remercier Hélène Sicre qui a été notre éditrice et qui a accepté le projet, on va dire avec beaucoup d'enthousiasme. C'est elle qui nous a poussé à livrer dans les temps, ce qu'on a réussi à faire pour qu'il soit dans les librairies depuis le 2 octobre. Donc peut-être une deuxième version, une troisième. En tout cas, c'est un peu comme on a toujours beaucoup d'ambition, Cyril et moi, on a des rêves de grandeur. Ça, c'est pas forcément l'IA générative qui nous les donne, mais d'en faire une édition par an pour pouvoir parvenir à avoir un gros bandeau avec beaucoup de livres, beaucoup de zéros avec un 1 devant sur le bandeau de celui-ci. Et puis on est assez content de pouvoir le faire à partir d'un écosystème breton et brestois qui est particulièrement actif sur la question de l'intelligence artificielle en général et sur celle de l'IA générative en particulier. Ouais, si je peux compléter du coup cette dimension, c'est vrai que alors actuellement en France, 22% des Français ont déjà testé du coup l'intelligence artificielle. Il y a 20% des professionnels qui l'utilisent de manière hebdomadaire au travail et il y a 85% des étudiants qui l'utilisent de manière hebdomadaire. Donc c'est un outil en réalité qui est diffusé et ça en à peine 2 ans. Donc c'est un rythme de diffusion qui est incroyable, qui est du jamais vu dans l'histoire. Et en gros, l'enjeu, là, on le comprend bien, c'est que donc l'enjeu maintenant, c'est de bien utiliser ces outils. Et je crois que notre volonté dès le départ a été de se dire qu'il était dangereux de laisser la puissance de ces outils se concentrer entre les mains de quelques-uns. Et le but de tout ce qu'on fait chez Polaria, chez Managia et à travers ce travail d'ouvrage, c'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on la mette entre les mains du plus grand nombre. Que les gens ne passent pas d'ailleurs à côté de la puissance. Michael en parlait. Beaucoup de gens se sont forgés une idée de IA générative en utilisant voilà, un outil gratuit, ChatGPT par exemple, en allant poser une question sur eux. Ils ont posé une question sur eux ou sur leur entreprise et l'IA a inventé des informations, a très mal répondu. Et ils se sont dit, bah voilà, c'est pas terrible, et ils se sont arrêtés là. Sauf que c'est ce qu'on explique dans l'ouvrage. Faire un prompt de ce type-là, c'est un très mauvais prompt. C'est typiquement l'exemple du prompt qu'il faut pas faire. Et les gens, en fait, c'est comme si je monte dans une voiture, je sais pas la démarrer, je monte dedans, je me dis, oh, bah non, elle avance pas, donc je sors de la voiture et je dis, bon voilà, ça marche pas très bien. Et ben, c'est la même chose, parce qu'on sait pas démarrer la machine et donc on n'a pas su la faire avancer. Et donc, il y a un enjeu pour que les gens, en tout cas, s'en emparent. Et l'élément derrière, c'est bien sûr, il y a un enjeu d'accès à la connaissance, d'accès à la performance. Moi, je pense que ces IA sont bien plus le patrimoine de l'humanité que la propriété de sociétés comme OpenAI, puisqu'à la fin, c'est comme les connaissances de l'humanité qui ont été déversées à l'intérieur. Et on a un enjeu, bien entendu, de performance économique pour nos entreprises. Et plus globalement, il y a un enjeu
bien sûr, des débats à avoir autour de ces IA. Et je crois qu'on ne pourra pas avoir de débat éclairé si un maximum d'entre nous, en tant que citoyens, en tant que politiques, ne se sont pas emparés de ce sujet-là pour venir s'y former, s'y frotter et mieux le comprendre lorsqu'on en débat. Et ça signifie aussi qu'il y a toute une géopolitique de l'intelligence artificielle là, qui est en train de se mettre en place. Et un des grands enjeux, c'est de savoir aujourd'hui, on a le choix entre la plupart d'entre nous utilisons des solutions qui sont américaines, avec des programmations, l'usage de bases de données qui sont quand même avec une base normative qui est celle des Américains, de la société américaine, qu'elle soit condamnable ou pas, ou critiquable ou pas, en tout cas c'est ce qu'ils font, ou bien des outils qui peuvent être d'origine chinoise. En Europe, c'est plutôt américain ce qu'on utilise. Il y a un vrai enjeu de souveraineté demain, alors de souveraineté régionale, de souveraineté nationale ou de souveraineté de zone, de pouvoir maîtriser ces outils technologiques pour continuer à une certaine forme d'autonomie et puis de préservation des valeurs culturelles que peut avoir un ensemble comme celui-là. L'Europe, c'est pas pareil que les États-Unis. Il y a plein de choses qui nous différencient, qui nous rapprochent aussi évidemment, mais qui nous différencient aussi. Donc sur le sujet des biais, sur la programmation, sur la question de la régulation, il y a un enjeu d'avoir des outils qui soient des outils territoriaux, en tout cas qui s'adaptent aux besoins qui sont les nôtres et aux cultures qui sont les nôtres aussi, au risque de perdre une partie de nos libertés. Et ce sujet de la pensée critique, le sujet de la criticité, de savoir bien utiliser ce type d'outils, il suppose des formations, sûrement peut-être des labellisations aussi. Et pour répondre à la critique qui est un peu exprimée, qui peut être de dire j'ai essayé, ça n'a pas marché, ou comme le disait Cyril, j'ai fait un mauvais prompt, donc j'ai une mauvaise réponse. On peut utiliser la métaphore du café. Moi, j'ai jamais eu une grande conversation avec un distributeur automatique de café. Par contre, on peut en avoir avec un serveur dans un bar. Par contre, pour pouvoir en avoir un de café chaud à n'importe quel moment de la journée, c'est parfois plus simple d'utiliser la machine. Et donc, il faut utiliser l'outil en fonction du besoin qui est le nôtre. C'est un peu l'enjeu qui est celui de tout ce qu'on essaie de réaliser, alors que ce soit avec la chaire, avec le bouquin, avec le meet-up autour de l'intelligence artificielle auquel la cantine participe, avec les conférences que Cyril peut mener avec son équipe, ou les études qui sont réalisées sur le sujet, des études un peu prospectives sur lesquelles on peut revenir un peu aussi, notamment celle sur les experts comptables qui va être publiée bientôt. C'est de pouvoir dire, sachez utiliser le bon outil, la bonne occasion de pouvoir le réaliser. Cette émission, par exemple, on l'a pas réalisée avec des avatars virtuels où l'avatar de Josquin poserait des questions qui auraient été proposées par un agent à l'avatar de Cyril et de Mickaël, mais on aurait pu éventuellement le faire, mais ça nous aurait fait perdre l'intérêt de ce type de conversation et d'échanges qu'on peut avoir entre nous, et on serait chacun resté vaqué à nos occupations plus intéressantes ou moins intéressantes. Ça, c'est un sujet que chacun tranchera. Tout à fait. Merci beaucoup Cyril de Souza Cardozo. Merci Mickaël Cabon. Merci Josquin. Merci Josquin. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.